Bonsoir à tous, bienvenue à Arcopole. Nouvelle soirée conférence holistique. Je vais vous présenter rapidement Arcopole qui nous accueille ici. Donc Arcopole est un espace de coworking qui donc a à disposition différentes salles de formation ou différentes salles à louer, dont la grande salle comme vous êtes ici. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'exposition à Arcopole, et là on a une nouvelle exposition. Donc c'est Marie-Anita Gaube. Donc vous pouvez voir donc les tableaux affichés donc dans la grande salle et dans le couloir. Donc on est très content parce que elle est très connue. En fait, elle a gagné un prix là récemment. Donc Marie-Anita. Voilà, elle est née à Paris en 86. Elle travaille et vit à Tours depuis 2 ou 3 ans maintenant. Et donc lauréate de la collection Fondation Colas 2015, mais là elle a gagné un nouveau prix mais depuis une semaine. Et un gros prix. Donc voilà, on est très content de la voir ici en exposition à Arcopole. Parce que l'idée, c'est que Arcopole expose aussi des artistes, que ce soit sculpteurs, peintres ou autres. Arcopole, c'est un espace de coworking, donc il y a différents coworkers. On a donc Lium, une agence de conception lumière. On a Kin Studio, qui est une agence de création sonore. On a Lucie Deneillon qui fait thérapie énergéticienne, access bar et yoga du visage. On a Delphine Choma qui fait naturopathie et thérapie fréquentielle. On a BH Holding qui est de l'expertise comptable. Et on a Enkira, et ça j'en parlerai tout à l'heure. Arcopole aussi est partenaire de différents événements, donc les Talentueuses qui sont des concerts et qui auront lieu, qui vont certainement recommencer au mois de septembre, on est en discussion. Enkira, donc j'en parlerai tout à l'heure évidemment, et Holistique. Alors Enkira, c'est un grand jour demain pour Enkira, c'est le lancement de Enkira qui est qui fait des ateliers et des stages bien-être, donc différentes on va dire, stages et ateliers vous sont proposés. Donc voici une petite liste. Et surtout, c'est que c'est le grand lancement demain. Donc demain, entre 16h30 et 18h30, on vous propose des ateliers gratuits. Donc je vous invite fortement à vous inscrire parce qu'il y a déjà beaucoup d'inscriptions. Donc, alors, je vais les lire. Donc on a du coaching sane par Audrey. On aura du jeu du Tao par Philippe Bamy. On aura de la méditation immersive par Cyril Pelletier. On aura de la naturopathie, alors ça sera cuisine, ça sera de la cuisine, c'est ça? Cuisine santé, voilà. Nous aurons de la respiration thérapeutique par Marianne, nous aurons du tarot de Marseille par moi-même et yoga du visage par Lucie Le Néon. Donc comment s'inscrire? Il y a des formulaires en ligne et puis aussi il y a des formulaires dans la salle si vous voulez pour vous inscrire demain. Et donc le grand lancement sera à 19h sinon et 20h animation sonore par Kin Immersive et fait par Grégory Delassise. Donc ça sera un grand moment. Je pense que l'immersion se fera carrément au milieu de la salle. On enlèvera toutes les chaises. Voilà. Deux formations qui sont estampillées, pas de formation, deux ateliers qui sont estampillés Enkira. Donc le premier atelier bien-être, ce sont des matinées bien-être. En fait, il y en a 4 et donc 2 ont déjà été faites et les 2 prochaines se relier à soi. Et la prochaine, ça sera faire face à la manipulation, donc proposé par Lucie et par moi-même. Et atelier couple aussi, c'est un atelier initiation couple. Donc je me retourne parce que c'est tout nouveau. C'est une journée à 2 donc pour se retrouver ensemble, faire grandir la relation à 2. Prendre soin du nous, donc du 1 plus 1 égale 3. Là, donc c'est un nouvel atelier qui sera proposé, donc estampillé Enkira, donc proposé par Lucie et moi-même. Eh bien, je vais passer la parole à Delphine, présidente de l'association, pour vous parler d'holistique. Bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous et toutes. C'est un plaisir d'en retrouver certains, de découvrir de nouveaux arrivants. Voilà. J'espère que la soirée va vous plaire. Holistique, juste un petit historique rapide. C'est la rencontre en 2019 de passionnés de bien-être, de santé, et on a eu envie de faire connaître tout ce qui nous animait, tout ce qui nous plaisait, tout ce qu'on avait testé, et on a décidé de le faire sous forme d'association et sous forme de cycle de conférences. Donc il y a une conférence chaque mois avec un thème. C'est très très différent, ça a été très différent toute l'année.
Voilà, les membres, donc cette rencontre, donc nous sommes 6 au bureau. C'est Marianne qui officie ici, qui fait de la thérapie comportementale et des régressions, et qui travaille également avec Cyril au niveau de la respiration thérapeutique, donc en musique, une forme de respiration particulière en immersion musicale, dans le studio juste à côté. Sylvain, donc, qui est thérapeute énergéticien. Lucie, donc yoga du visage Access Bar, et qui est également une grande férue de communication bienveillante. Voilà. Cyril, donc à la manœuvre derrière, qui est pour l'immersion sonore dans le studio Kin Studio. Moi-même, naturopathie et thérapie fréquentielle. J'exerce au quotidien dans un bureau ici. Et Audrey, qui est prof de yoga et qui fait de l'accompagnement du coaching sane. Voilà. Voilà, que vous dire. Voilà, vous pouvez nous rejoindre pour une année en tant qu'adhérent. Le tarif est de 15 €. Il vous donne accès aux liens privés sur YouTube et vous êtes invité à la soirée des adhérents une fois par an. Et cette année, elle aura lieu le 23 juin. Donc, ce sera une grande rencontre. On mange ensemble. On mange tous ensemble et on prend le temps de se rencontrer. Ce qui nous a importé dans cette aventure d'Holistique, c'était de créer une communauté sur ce lieu ici et de le vivre régulièrement. Donc de plus en plus, on est tous en lien, on apprend à se connaître, voilà. Et on élargit ça depuis plusieurs mois avec de nouvelles rencontres à chaque fois. Donc merci à tous pour votre confiance. Voilà, alors pour la soirée adhérent, vous pouvez inviter, chaque adhérent peut venir accompagné d'un autre adulte, et il y aura également une tombola. Voilà, on prévoit une tombola dans laquelle vous pourrez gagner des soins, voilà, différents soins. Voilà, et on vous propose, nous on s'occupe de toute la partie barbecue, et vous, les gens intéressés, on vous proposera d'amener chacun un peu votre spécialité. Faites-nous partager ce que vous aimez, ce que vous savez faire, surprenez-nous. Voilà. Ensuite, après la pause estivale, on se retrouvera en septembre avec une conférence sur la loi d'attraction qui aura lieu le 22 septembre. Le yoga du son le 20 octobre. Le 24 novembre, la trichothérapie. C'est le soin du cheveu énergétique, coupe de cheveux très particulière, énergétique. Voilà. Et le jeudi 15 décembre, résonance du cœur. Voilà. Les conférences, c'est toujours en fin de mois. Le jeudi, toujours à 18h30, espace Arcopole. Voilà. Et ensuite, c'est suivi d'un moment convivial, au bar, tous ensemble pour partager un verre et des choses à déguster. Ce soir, nous accueillons Laure Delpuech avec ses compagnons, et c'est charmant, voilà. Et c'est tout nouveau ici, on n'avait pas encore eu une expérience de la sorte. Donc merci à Laure aussi de nous faire partager sa passion de ce que les animaux nous apportent au quotidien. Voilà. Bienvenue Laure. Donc merci, comme je viens de le dire, merci pour cette introduction. Donc en effet, je vous accueille pour une conférence sur la zoothérapie et les bienfaits en fait qu'apporte la relation animale. Donc qui suis-je ? Je suis donc Laure Delpuech. Tardivo, c'était bien moi aussi, c'est mon nom de jeune fille en fait. Voilà. Donc je suis Laure Delpuech et je vous accueille aujourd'hui avec 2 lapines et 2 cochons d'Inde. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, ils sont un petit peu cachés, mais on les sortira tout à l'heure, vous les verrez. Alors pourquoi je viens avec mes animaux ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, tout simplement, je travaille avec mes animaux en tant que zoothérapeute. À la base, je suis éducatrice spécialisée et donc j'ai travaillé de nombreuses années en fait auprès de publics en situation de vulnérabilité, de handicap. C'est bon pour le son ? De handicap et depuis toujours aussi j'aime les animaux et j'ai longtemps travaillé déjà en faisant des actions avec les animaux à destination des publics fragiles. Donc, voilà, un jour, il fallait bien que je me forme, ce que j'ai fait en Isère, du coup, auprès d'un institut français de zoothérapie. Et voilà, aujourd'hui, je pratique la zoothérapie, aussi appelée intervention
en médiation animale, ou en médiation par l'animal. Donc voilà, je vous ai marqué le titre, hein, les bienfaits de la zoothérapie, ou pourquoi les animaux, du coup, nous font du bien, tout simplement. Donc pour ce plan, j'ai prévu 2 grandes parties, avec donc 6 points. Vous allez entendre du coup un petit peu l'histoire de la relation entre les hommes et les humains, parce que ça va vous permettre tout simplement en fait de comprendre pourquoi on est parfois si proche des animaux, pourquoi justement on a une fibre envers l'animal. Ensuite, on verra du coup la place de l'animal de compagnie dans nos foyers auprès de vous. Qu'est-ce que l'animal apporte? Comment les animaux du coup aident les humains également à se soigner. Donc je ferai un petit récapitulatif sur ces notions-là, et puis notamment sur des aspects aussi historiques, vous verrez. Et puis dans deuxième partie pour ce soir, je vous proposerai donc de découvrir le fonctionnement de la zoothérapie, ainsi que les besoins auxquels cette méthode répond. Et puis, à la fin, vous expérimenterez. C'est-à-dire, s'il y a des volontaires parmi vous, vous pourrez tout à fait venir agir sur la table avec moi pour des actions de médiation animale. D'accord? Donc, on y va. Alors voilà, ils vont interagir. Hein. Je les ai vus, elles prennent possession des lieux, les lapines. Donc, elles sont en train de tout me démonter, ce que j'avais bien monté, mais c'est pas grave. Bon, les lapines ne sont pas paniquées. Bon, alors on commence. L'histoire des relations homme-animal. Donc, d'où on part? Eh bien, on va partir de très loin, parce que les premières cohabitations attestées, notées, datent d'il y a 700 000 ans. Comment on le sait? Tout simplement par des endroits, en fait, où on a retrouvé, donc c'est les archéologues qui ont retrouvé des ossements humains et animaux dans les mêmes périodes au même endroit. Donc, ça veut dire qu'il y avait une cohabitation. On n'était pas encore, évidemment, on était bien loin de la domestication, puisque c'est le point d'après. La domestication date de l'époque paléolithique, il y a environ moins 10 000 ans, moins 12 000, moins 10 000 ans. Néanmoins, il y avait quand même des cohabitations il y a 700 000 ans. Alors pourquoi il y avait des cohabitations? Certainement parce que les humains et les animaux se servaient des uns des autres, notamment pour la chasse. Et certainement que les animaux chassés, par exemple, par les loups, les restes d'animaux servaient à nourrir les humains. L'inverse était également possible. Donc ça, voilà, il faut le savoir, l'homme a longtemps vécu et toujours vécu, si je peux dire, en fait, en présence des animaux. Plus récemment, on a trouvé aussi des peintures rupestres. Évidemment, ce n'était pas il y a 700 000 ans, mais ça traduit un petit peu des scènes qu'on pourrait retrouver. Alors, pas sur celle-là, parce que vous verrez, tout en haut à droite, il y a quand même une charrue, donc c'est pas si vieux que ça. Mais voilà, on trouve des scènes de chasse, donc sur des peintures rupestres, où on voit les loups et les hommes cohabiter. D'accord ? Donc ensuite, évidemment, l'homme a eu une action de domestication sur les animaux, parce qu'on a compris très vite l'utilité de pouvoir domestiquer, par exemple, le loup. Ça a été le premier animal domestiqué, et je pense que vous êtes tous au courant, c'est l'ancêtre du chien. On est d'accord. Du coup, pourquoi on domestique ? Tout simplement pour trouver un bénéfice. Donc, par la sélection dans la reproduction, on vient chercher certaines caractéristiques. On a par exemple, donc je dis on parce que c'est les humains, mais les humains ont sélectionné certains types de poules, par exemple, pour faire qu'aujourd'hui, une poule va pondre à peu près 400 œufs par année. Voilà, et ouais, c'est à peu près ça. Certaines poules, les poules pondeuses, vont pondre énormément d'œufs. Vous regardez les oiseaux sauvages, ils ne pondent pas autant d'œufs. Voilà, tout simplement parce que, en fait, c'est une histoire de domestication. Il en est de même pour la vache laitière. À l'état naturel, une vache ne produit pas autant de lait. Il faut savoir aussi, alors qu'aujourd'hui, on note aussi 400 races de chiens. On est parti du loup et aujourd'hui, on a 400 races de chiens. Il faut savoir aussi que toutes les espèces animales n'ont pas été domestiquées. Certaines, il y a eu des vraies tentatives, mais sont retournées à l'état sauvage. La domestication est impossible. C'est le cas, par exemple, pour les vipères et les dingos. Voilà, ça c'est des animaux, malgré des tentatives et des tentatives, jamais la domestication n'a pu se faire. Donc, pourquoi on domestique ? Tout simplement pour améliorer la culture et aussi l'agriculture. Donc là, vous voyez, si vous vous rappelez la vignette d'avant où il y avait donc la charrue, voilà, les animaux ont aussi une action par rapport à l'amélioration de l'agriculture. On domestique aussi... Ah oui, alors attendez, hop, il faut que je vous mette les petites vignettes. Donc, on va domestiquer pour gagner des actions en chasse, pour l'agriculture et la culture des sols, et aussi pour les déplacements. Alors ça, c'est plus proche encore de nous, c'est il y a à peu près 3000 ans, qu'on a commencé à domestiquer aussi les gros animaux, comme les dromadaires, comme les chevaux, et ils étaient utilisés à d'autres fins, les ânes également, pour se déplacer sur de longues distances. Voilà.
Donc voilà notre histoire de l'homme avec les animaux. Aujourd'hui, du coup, on peut se demander quelle est la place de l'animal de compagnie. Il faut savoir, donc ça c'est des chiffres, des chiffres qui datent de 2016. Aujourd'hui, 1 foyer sur 2 possède au moins un animal de compagnie. Alors je ne sais pas vous, certainement, j'espère, j'en sais rien. Mais ça représente en tout cas en France à peu près 63 millions d'animaux. Donc c'est quand même une grosse part. Du coup, je voulais vous demander, d'après vous, quels sont les animaux les plus répandus dans nos foyers en France actuellement? Est-ce que vous avez une idée? D'après vous, le chat, j'entends? Oui, le chat. Le chien. Poisson, oiseau, ouais. Alors, quel serait l'animal en tête de liste? Le plus présent dans nos foyers? J'entends le chat. Oui, c'est le chat. Et après vient le chien. Et après viennent les poissons. Voilà. Les autres animaux comme les lapins, comme les chevaux, comme les autres, donc du coup mammifères, les nacs, nouveaux animaux de compagnie. Oui. Et puis les oiseaux, donc c'est beaucoup plus loin. Les oiseaux, par exemple, il n'y a que 2% de la population qui détient des oiseaux. Donc j'étais surprise, moi, en voyant ces chiffres, parce que je pensais que beaucoup de foyers avaient des poules. Apparemment, pas tant que ça. Et donc, maintenant, je vais vous demander de revoir peut-être la photo que vous avez choisie parmi tout le panel que je vous avais proposé. Et du coup, vous ne l'avez pas choisie pour rien, j'imagine, cette photo. J'imagine que vous savez pourquoi vous l'avez choisie. Certainement. Attendez, je me prépare. Hop. Vous savez pourquoi vous l'avez choisie? Je vais vous demander, du coup, de la regarder attentivement. Vous allez vous concentrer quelques minutes. Ouais, peut-être 1 ou 2 minutes. Je vais vous inviter, vraiment à vous concentrer sur cette photo. Et vous allez vous répondre tout simplement dans votre tête. Quand vous regardez cette photo, qu'observez-vous au fond? Qu'est-ce qui a motivé votre choix par rapport à cet animal présent sur la photo? Que vous renvoie cet animal? Quelles sensations viennent alors à vous quand vous le regardez? Et comment vous sentez-vous en le regardant, en le contemplant? Au fond, qu'est-ce qui vous attire chez lui? Quelle qualité peut-être lui reconnaissez-vous? Quelle valeur s'en dégage? Enfin, que vous apporte-t-il? À présent, je vais vous demander, cet animal vous ressemble-t-il au fond? En quoi est-il semblable à vous? Quels pourraient être alors vos points communs? Au contraire, l'animal que vous avez choisi est différent peut-être de vous. Quelle est alors cette différence? Et qu'avez-vous envie de faire de cette différence? Enfin, quel message vous délivre cet animal? Qu'auriez-vous en retour envie de lui dire? Je vous remercie à tous de vous être prêtés à ce premier petit jeu, à ce premier exercice. Peut-être ça fait surgir des choses en vous. Je ne suis pas contre un petit échange tout de suite maintenant, si certains d'entre vous veulent exprimer peut-être ce qu'ils ont pu ressentir, entendre ou se dire. C'est pas possible ça. Entendre ou entendre, oui, tout simplement. Ce qui leur est venu en tête lorsqu'ils ont contemplé. Est-ce que certains d'entre vous veulent partager un petit peu leur retour d'expérience? Ça vous a parlé? Oui? Merci. Merci. Alors moi, j'ai choisi la chouette. Oui. Magnifique photo. Lors d'un team building en entreprise, il était ressorti que je portais les caractéristiques de la chouette, dont je suis chouette, voilà, c'est tout. Alors il y avait la sagesse, la confiance, la pondération, enfin bref, c'est pas pour me cirer les baskets, mais voilà ce qui était ressorti. Et il est vrai que
visuellement, on va dire que ce ne serait pas forcément vers cet animal que j'aurais envie d'aller, mais je le trouve pénétrant. Et c'est vrai que j'ai confiance en cet animal, voilà, naturellement. Et que peut-être ce qu'il aurait à me dire, c'est qu'on voit mieux avec les yeux de l'âme qu'avec les yeux physiques. Et que, laissons-nous surprendre par la magie de l'obscurité, des ténèbres. Enfin bref, voilà ce que la chouette me dit. Super. Super, merci. Merci. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai choisi le chat. Oui. Déjà, c'est ses yeux qui m'ont attirée. Voilà, sa douceur et surtout sa liberté. Le fait qu'il puisse aller où il veut, quand il veut, dormir quand il veut, chasser quand il veut, et que justement, quand il a décidé aussi de recevoir des caresses, c'est lui qui décide. Et quand il n'a plus envie de caresses, il s'en va. Donc voilà, c'est cette liberté qui m'a attirée et qui me ressemble et que aujourd'hui j'ai aussi envie de me rapprocher du chat par rapport à ça. Voilà. D'accord. Donc il y a des choses qui vous animent dans l'animal que vous avez regardé, hein, j'imagine chacun, voilà, soit une attirance par rapport à un aspect physique, mais qui traduit aussi quelque chose derrière, peut-être de plus spirituel, de plus réfléchi pour vous en tant qu'humain, et qui vous ramène justement à votre fonctionnement d'humain et vous amène à réfléchir tout simplement sur qui vous êtes et comment vous voulez être. Ok. C'est bon pour cet exercice? Ou d'autres personnes veulent participer? C'est bon? Oui, si, encore. Allez, merci. Oui. Et ben moi, c'est un chaton aussi. Et ouais. C'est très rigolo parce que du coup, moi, j'avais pas du tout la même lecture, forcément. Et ben moi, ce qui ressortait pour moi, c'est le côté joueur, le côté hyper attentif, les yeux grands ouverts, curieux de tout, en alerte de tout ce qui peut se passer autour. Et donc, c'est rigolo parce que c'est tout petit peu mon caractère. Bon, ben voyez, on choisit pas n'importe comment. On choisit pas n'importe comment. Ben, je vous remercie beaucoup. Gardez ces petites images. Moi, c'est vraiment un cadeau que je vous fais parce que du coup, voilà, vous pouvez vous en servir comme bon vous semblera. Mais voilà, c'est intéressant parce que réellement, moi-même, quand je croise un animal ou même une photo d'animal, je m'arrête pas par hasard devant lui, en fait. Et voilà, je réfléchis après parce que sur le coup, je sais pas vraiment ce qui m'arrive. Mais quand je réfléchis après, si je me pose les questions, bah, ça m'amène à avoir des réponses sur moi-même, en fait. D'accord ? Mais c'est pas pour rien non plus que je suis zoothérapeute aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour poursuivre, vous avez bien pu voir, c'est la dernière petite ligne là, de la vignette, que l'homme semble aujourd'hui, du coup, s'entourer d'animaux avec une autre envie que juste par rapport à la chasse ou que juste par rapport à l'exploitation d'une terre. Aujourd'hui, on vient trouver un animal, voilà, pour d'autres raisons, et peut-être juste même que pour le plaisir d'être accompagné par lui et d'avoir un lien assez fort avec cet animal. Donc, on va avancer. Donc, toujours pour la place de l'animal de compagnie, je vous ai mis différentes petites vignettes et je vais les animer maintenant. Par contre, je vais me retourner parce que je ne sais pas en tête. Donc, évidemment, l'animal permet de retrouver un lien fort déjà avec la nature. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup plus de personnes ont envie de se rapprocher un petit peu des courants écologiques, de s'éloigner un peu de l'hypermodernisation. Donc, il est tout naturel aussi qu'aujourd'hui, les gens se rapprochent des animaux, de la nature, et donc en est chez eux. Ça permet donc de revenir à des valeurs essentielles, comme je viens de vous le dire. Ensuite, un animal, ça apporte une présence tout simplement ludique et divertissante. Donc ça, vous avez pu le dire, voilà, il est joueur, il est attendrissant, et puis on le voit depuis tout à l'heure, les filles font n'importe quoi, elles sont en train de tout... elles ont pris possession des lieux et du coup, elles m'ont tout retourné, mais c'est pas grave. Mais rien que de les regarder, ça nous fait sourire, tout simplement. L'animal, ensuite, nous apporte aussi... permet de contrer un sentiment de solitude qu'on pourrait avoir. Les humains sont des êtres qui ont besoin de vivre ensemble. Et rien que la présence de l'animal nous permet en fait de ne pas nous sentir seuls. Donc, ça lutte contre l'isolement.
Ça stimule également la communication, parce qu'on leur parle tout simplement. Vous m'avez vu, hein, moi je ne peux pas m'en empêcher. Et puis peut-être vous aussi, mais voilà, on leur parle même si on pourrait penser qu'ils ne comprennent pas. Non, en fait, ils entendent, ils ont des oreilles. Alors ils ne comprennent peut-être pas tous les mots, ça c'est certain, mais ils comprennent l'intention qui est derrière. Ce sont des animaux, ils savent écouter leur instinct. Ensuite, c'est aussi l'animal une source de motivation, c'est-à-dire que parce qu'il est là, on va faire des choses. C'est-à-dire que parce qu'il est là, et je mets la vignette suivante, on peut se stimuler physiquement. Par exemple, promener son chien. Ça peut être un exercice doux ou intense. Certains vont juste le promener pour une balade, d'autres vont courir avec. Et c'est vraiment le chien qui va entraîner cette motivation. Pareil, pour le chat, pour le cochon d'Inde, il n'y a plus de croquettes, il n'y a plus de granulés, il n'y a plus de foin, je vais faire les courses. Est-ce que pour moi, s'il n'y a plus rien dans mon frigo, je vais vraiment faire les courses ? Je ne sais pas. L'animal apporte cette stimulation-là, pour plein d'autres raisons également. Mais vraiment, il est source de stimulation, de motivation. Et donc, il permet un effort physique, intense, comme doux. Il peut être, elle est hyper importante aussi, cette vignette, il peut être aussi un substitut d'enfant. Oui, parce que l'animal, en fait, c'est un petit être qui a besoin de soins. Et parfois, quand on le domestique, il en a besoin tout au long de sa vie. Moi, je vous donne l'exemple de mes lapines. Elles vivent en clapier, donc elles ont du foin à volonté, elles ont des granulés et de l'eau à volonté. Mais à volonté, ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de leur en donner. Non, justement, c'est moi qui leur en donne. Donc il faut tous les jours que j'aille les voir. Elles sont dépendantes de moi quelque part. Ils ne vivent pas à l'état complètement sauvage. Et donc, de s'en occuper, c'est aussi gratifiant pour moi, parce que je m'occupe de quelqu'un d'autre, je lui donne du soin, de l'attention. Donc, certains psychologues et psychiatres ont traduit ça, et ils ont raison par le fait qu'un animal, c'est tout à fait un substitut d'enfant. Certains sont aussi très dépendants de l'humain. Voilà, parfois, on apprécie aussi avoir son petit chien dans un petit sac. Vous voyez, c'est des choses comme on porterait un enfant, par exemple. Donc ça va vraiment restaurer des fonctions intéressantes chez les humains. Enfin, l'animal, facilement, nous donne plein de manifestations qui sont en fait des démonstrations affectives. En tout cas, nous, on les traduit comme ça en tant qu'humains. C'est-à-dire que quand l'animal nous regarde sans autre raison que nous regarder, on voit qu'il s'intéresse à nous. Et donc, pour nous, en fait, ça restaure tout simplement notre fonction narcissique, notre fonction aussi d'amour propre qu'on porte à l'autre, mais aussi qu'on se porte à nous-mêmes. Donc l'animal a cette capacité-là, donc tout simplement de démonstration d'affect. Il est aussi, comme je l'ai dit, source de valorisation, parce qu'on est fier de son animal quand il fait bien quelque chose. Si j'éduque mon chien, que je lui dis assis, il s'assoit, et c'est que je l'ai bien éduqué. Vous voyez, on est content, il y a quelque chose de très agréable. Quand on nous dit oh, « ton lapin, il est magnifique », ça me fait plaisir, moi ça me flatte aussi, parce que ça veut dire que je m'en occupe bien, ça veut dire qu'il est beau, qu'il va bien en fait. Donc l'animal est aussi une vraie source de valorisation. Et enfin, c'est aussi un vrai substitut narcissique. Souvent, et c'est peut-être pas pour rien que vous avez choisi non plus vos photos, on prend l'animal qui nous ressemble le plus, ou auquel on aurait envie de ressembler. Il y a quelque chose de l'ordre d'une identification forte. Oui, alors je vois des personnes tout d'un coup douter. Non, mais pour X raisons, l'animal que vous avez choisi, à un moment donné, il vous ressemble. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on vient aussi combler une envie, en fait, de se retrouver dans quelqu'un. C'est ça, en fait, le narcisse. Et donc, du coup, de pouvoir renforcer, en fait, un petit peu son narcisse et de se dire, oui, mon animal, il est comme moi. Et encore une fois, on est très flatté quand on nous dit tel maître, tel chien. Alors, ça marche ça quand le chien est gentil, hein. Sinon, évidemment, ça marche moins bien. Donc, voilà pourquoi l'animal de compagnie aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Alors, j'avance un petit peu. On va passer au point 3. Hop, j'avance. Alors, non, ça, je l'ai déjà dit. Je reviens en arrière. Alors, attendez. Je ne sais plus où j'en suis. Hop. Voilà. Et j'en suis là. Excusez-moi. Je t'ai perdu dans mes fiches. Alors, comment les animaux aident les humains à se soigner, à se sentir apaisés? Maintenant qu'on a parlé de tout ce que ça pouvait apporter, mais comment réellement ils font? Alors déjà, il y a une place importante aux croyances populaires. Ça, depuis la nuit, quand je dis depuis la nuit des temps, c'est depuis très longtemps. Vous voyez des totems indiens et aussi des Égyptiens. Ils ont octroyé en fait aux animaux des pouvoirs de guérison, des pouvoirs spirituels. Et donc, de tout temps, en fait, les humains leur ont donné aux animaux une place hyper importante,
quitte à les faire figurer sur les plus beaux monuments, ici comme les Indiens. Alors ça peut pas être des photos anciennes pour les Indiens, parce que les totems sont faits en bois. Le bois, ça s'abîme. Donc là, la photo, par exemple, elle date du début du siècle dernier. Et donc, il n'y en a pas de plus vieux, malheureusement, que je puisse vous montrer. Mais c'est vrai que depuis la nuit des temps, on sait que ces représentations figurent, en fait, comme ça, dans les croyances. Voilà. J'ai également apporté un livre, si vous voulez le feuilleter tout à l'heure, je vous le laisserai. Ça relate, voilà, des histoires un petit peu de différents types de peuples et des pouvoirs octroyés. Ici, c'est le chat sauvage. Ici, vous allez avoir l'abeille, voilà, avec les pouvoirs qu'on peut lui attribuer. Ici, le tatou. Enfin, vous voyez, vous allez avoir plein de caractéristiques. Ici, pour le bison, avec les Indiens, pareil. Donc voilà, si vous voulez le feuilleter, vous pouvez. Mais donc depuis très longtemps, en fait, voilà, on octroie on attribue aux animaux des pouvoirs. Je vous l'ai dit, autant spirituels ou autant soignants, voilà, et ça fait partie des croyances populaires. Ensuite, donc là, je vais prendre un petit peu, parce que là, c'est vraiment maintenant l'histoire de la zoothérapie, parce que vous allez me dire, oui, mais ça, c'est l'Antiquité, ok, mais comment on en vient aujourd'hui à vraiment introduire des animaux pour agir avec de l'humain? Eh bien, les premiers travaux, c'est ceux de William Tuck, qui était donc un psychanalyste britannique et qui a créé donc un institut psychiatrique dans lequel, c'est surtout ça la particularité, donc vous voyez la date, 1792, dans lequel il a introduit des lapins, des volailles, des chiens, et il les a confiés en fait aux personnes malades. Et très rapidement, il a vu, comme je vous le note, une réduction du désordre psychologique des patients. Donc ça a été un peu la naissance de la zoothérapie, parce que c'était une nouveauté en fait de vraiment constater ça. Et c'était la nouveauté aussi des hôpitaux psychiatriques à ce moment-là, des débuts des cliniques. Non, je passe pas. Ensuite, vous avez une infirmière, donc une bonne 50aine d'années après, parce qu'il y a eu un engouement autour de l'animal, beaucoup d'expériences faites, et notamment une infirmière britannique, Florence Nightingale, qui a confié, elle, des tortues à des blessés de guerre, en fait, tout simplement, qui étaient en cours de rémission. Et de la même façon, elle a vu que, il y avait une diminution de l'anxiété par la présence de l'animal. La guérison était déjà en cours, donc on ne peut pas mettre la guérison sous le bénéfice de l'animal, mais il y a vraiment eu une réduction de l'anxiété. Ensuite, un peu plus proche de nous, Sigmund Freud a fait également beaucoup d'études en psychanalyse, évidemment. Et donc, il a théorisé, lui, le fonctionnement par rapport aux identifications de l'enfant et de l'animal, notamment dans son ouvrage Totem et Tabou. Il explique que l'enfant, en fait, naturellement, aux premiers âges de la vie, il se sent beaucoup plus proche, en fait, de l'animal que de l'adulte. L'adulte est un étranger pour lui. C'est un être communicant avec des mots bizarres qu'il ne connaît pas, alors que l'animal va interagir comme lui. En fait, il va ramper par terre, il va gratouiller, il va mettre des trucs à sa bouche. Donc l'enfant se reconnaît beaucoup plus dans l'animal que dans l'adulte, en bas âge. Donc voilà, il a beaucoup théorisé là-dessus, Sigmund Freud. Ensuite, entre 1920 et 1950, il a été très très difficile de continuer à travailler avec les animaux, notamment dans le cadre hospitalier, puisque en fait, des normes sanitaires sont venues un petit peu complexifier les choses, et voilà, il y avait la peur de certaines maladies transmises de l'animal à l'homme, et pour des questions d'hygiène, du coup, on n'introduisait plus les animaux dans les centres hospitaliers, psychiatriques et compagnie. Et donc, ensuite, c'est grâce à l'intervention de Boris Levinson, américain, pédopsychiatre américain, qui en fait avait l'habitude de recevoir donc ses patients dans son bureau. Il avait son chien. D'habitude, le chien, il ne le gardait pas, il le remettait derrière en réserve, enfin je ne sais pas, mais il ne le gardait pas avec lui au bureau. Sauf que là, pas de chance, il n'a pas eu le temps d'aller mettre son chien, peut-être de le ramener chez lui. Et il a reçu une maman, comme à son habitude, avec un fils de 7-8 ans, autiste, qui ne parlait jamais. Et il s'est rendu compte lors de cette séance, en présence du chien, donc il a demandé si la présence ne gênait pas, évidemment non. Il s'est rendu compte que là, l'enfant autiste, hop, naturellement il a été voir le chien et il a parlé avec le chien. Il a émis des mots, il a construit des phrases. C'était la première fois que tout le monde l'entendait parler. Autant Boris Levinson que la propre maman du petit jeune. Donc il s'est rendu compte, Boris Levinson, et donc après il a théorisé sur le rôle catalyseur en fait de l'animal. C'est-à-dire que l'animal va vraiment, je vous ai parlé tout à l'heure de stimulation, il va vraiment venir stimuler fort sans qu'on sache vraiment pourquoi en fait au début, mais l'enfant et la personne. Il donne envie, tout simplement. Donc il a traduit cela par l'impact bénéfique en thérapie de la présence d'un animal pour justement débloquer certaines choses, notamment la communication.
Et puis donc les travaux ont repris progressivement, quand je dis les travaux, c'est-à-dire les introductions d'animaux dans les centres hospitaliers, dans les centres psychiatriques, ont repris progressivement parce qu'on se rendait compte des bienfaits du coup de la relation animale, et notamment avec Boris Levinson, qui est le père de la zoothérapie. Et les époux Corson, qui sont des Américains, en fait, infirmiers psychiatriques, eux, de la même façon, ils ont introduit tout un programme de zoothérapie à destination de personnes schizophrènes. Et ils leur ont confié également des animaux. Ils se sont rendus compte, en fait, de la diminution des troubles, de même l'amélioration, c'est-à-dire la baisse de traitement, en fait, par rapport aux troubles, et aussi les effets donc positifs. Donc, je vous ai dit en termes de comportement, de communication et de confiance en soi. Donc voilà, donc là c'est vraiment des vrais travaux, vous retrouverez des ouvrages par rapport à ça si ça vous intéresse, mais qui ont permis de mettre en place les fondements de ce qu'est la médiation animale aujourd'hui. Je fais juste une petite aparté, il faut savoir qu'aujourd'hui par contre en France c'est une méthode alors développée mais encore peu reconnue. C'est-à-dire que moi le métier auquel je me suis formée, donc zoothérapeute, c'est pas un métier vraiment reconnu. C'est une formation spécifique qui s'appuie sur un métier de base. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais éducatrice. Mais voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de diplôme, il n'y a pas vraiment de certificat. On suit une formation ou pas, on obtient une attestation ou pas, et on se met en tant que zoothérapeute, voyez, ou intervenant en médiation par l'animal. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'animal, comme je vous l'ai dit, voilà, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Ça, je pense que vous en êtes tous convaincus. Donc, on va parler maintenant de la deuxième partie du fonctionnement de la zoothérapie. Concrètement, la zoothérapie, donc, c'est un programme. Ça veut dire que c'est une succession de séances, en fait. Quand on dit programme, c'est un enchaînement de séances qui sont pensées avec peut-être un objectif, c'est pas peut-être d'ailleurs, avec un objectif initial, et puis peut-être des objectifs opérationnels qui vont permettre de travailler cet objectif global et initial. Et donc, pour ça, il faut être 3, tout simplement. Donc, vous l'avez compris, il y a un animal, je ne serai pas là. Donc, il y a un animal, il y a un thérapeute et il y a un patient. Et c'est bien cette triangulation, en fait, qui est hyper intéressante. Contrairement, alors, j'ai rien contre les autres thérapies qui s'appuient sur des médiums, comme moi, aujourd'hui, c'est l'animal. J'aurais pu être aussi art-thérapeute, vous voyez. Mais en art-thérapie, le média, il n'est pas vivant de la même façon. La matière, alors la matière, elle bouge, elle évolue, que ce soit de la peinture, on peut la rendre malléable, ça c'est certain, mais elle ne va pas exprimer des choses comme un animal. C'est quand même une façon de vivre différemment, on est d'accord. Donc du coup, c'est vraiment l'avantage en médiation animale. Et puis, autre gros avantage, c'est qu'au-delà de tisser un lien avec le thérapeute, le patient tisse un lien avec l'animal. Et ça, c'est hyper fort, parce que du coup, c'est une relation thérapeutique qui est renforcée non pas par un, mais par 2 liens. Donc là, c'est hyper intéressant pour nous en tant que thérapeute. De la même façon, moi, je vais choisir de me mettre en avant ou alors, et c'est souvent ce que je fais, de me mettre en retrait quand un patient est en relation avec l'animal. Parce que mon animal, alors c'est pas lui le thérapeute, hein. Il n'a qu'une action sur laquelle s'appuie mon action moi thérapeutique. Mais quand la personne se met en interaction avec mon animal, moi je suis dans une posture d'observatrice. Et je viens du coup non pas parler comme un humain, mais au travers de mon animal. Alors je ne sais pas si ça vous parle tout de suite maintenant, je peux vous donner des exemples. Par exemple, si un enfant vient caresser un de mes lapins, donc là, pareil, je vais prendre l'exemple de Gommette, vient caresser Gommette et Gommette se met à émettre des petits sons parce qu'elle est peut-être mécontente, parce qu'elle a peut-être son peur. Moi, je ne vais pas intervenir en disant « Oh, tu fais peur à mon lapin ». Tu fais peur à mon lapin. Là, c'est un jugement que je mets moi, humain. Bon, non, je ne vais pas intervenir comme ça. Je vais dire « Oh, là, j'ai l'impression que Gommette a peur ». Vous voyez, je vais parler au nom de mon lapin. Alors, je ne parle pas pour lui, mais je vais dire, Gommette, elle a peur, là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas bien quand tu la caresses. Et du coup, ça va interpeller le petit jeune. Il va se demander, mais oui, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, vous voyez, il va se mettre au travail. Alors que si je lui disais, tu fais peur à mon lapin, ça, c'est du jugement. Il va avoir envie, tout simplement, de ne pas penser de la même façon. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous percevez, mais voilà, ça va être jugeant pour lui. Il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Et qu'est-ce qu'elle me reproche? Alors que si je passe par mon lapin en disant Gommette a peur, ok, il va se repositionner tout de suite différemment. Donc là, c'est là en fait qu'il y a le gros rôle du thérapeute de pouvoir vraiment se positionner habilement dans cette relation pour faire avancer le travail. Les cochons d'Inde sont toujours planqués, ils ne bougent pas.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est vraiment un travail à 3 en fait. Hein. Donc ça fait partie des soins alternatifs aussi. Ça, je vous l'ai pas dit, mais ça en fait complètement partie. Donc c'est en train de se développer aujourd'hui. C'est très très répandu dans les EHPAD, les établissements où il y a des personnes âgées, dépendantes, mais également dans les établissements médico-sociaux, hospitaliers. On l'a vu. C'est de là d'ailleurs qu'est partie la zoothérapie. Enfin voilà. Je vais avancer un petit peu. Oui, tout à fait. Donc, le fonctionnement de la zoothérapie, toujours on continue. Alors, voilà. Qu'est-ce que va permettre, encore une fois, l'animal? L'animal, en fait, avec tout ce que je vous ai dit là, vous avez pu vous rendre compte qu'il apporte, en fait, tout simplement du mieux-être. Quand on est en interaction avec lui, on n'est pas seul, comme je le disais tout à l'heure. On est en communication avec lui. Donc, concrètement, on se sent mieux, en fait, même si c'est pour quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures, mais on se sent mieux avec notre animal. Il est capable de soulager nos souffrances, notamment psychiques. On ne pense plus à nos problèmes, on voit l'animal. Je vous donne un exemple tout bête. Dans un EHPAD, Madame X, elle a un problème de hanche, elle ne veut pas marcher. Le kiné lui demande de faire de l'exercice pour marcher, elle n'a pas envie. Hein. Même si elle a mal, même si peut-être elle sait que ça lui ferait du bien, elle ne veut pas. J'amène Kiki le chien, je demande à la dame d'aller le promener, elle va se lever spontanément, elle va aller le promener. Voyez ? Et donc, quelque part, la dame ne va pas focaliser sur son problème de hanche là où elle a mal, mais pour le chien, elle va faire l'action, elle va faire la promenade. Donc ça permet aussi parfois de soulager nos souffrances. Il y a d'autres techniques, je ne vous en ai pas parlé, mais qui permettent aussi de soulager nos souffrances. Je reprends l'exemple des personnes âgées. Quand, par exemple, on fait leur toilette, ça peut être des moments délicats, difficiles. On peut introduire à ce moment-là certains animaux et demander, pendant que la personne est sur le côté, alité sur le côté pendant qu'on fait sa toilette, on peut tout à fait l'amener à caresser un lapin, pendant qu'après l'aide-soignante fait les soins. Vous voyez, en fait, par le fait de caresser le lapin, elle concentre son action sur le plaisir qu'elle prend à caresser le lapin, sur la sensation qu'elle a sous les doigts, et du coup pas sur l'action qu'on lui fait de toilette, par exemple, tout simplement. Donc en ce sens-là, ça peut aussi soulager nos souffrances. Ça active également le potentiel de guérison. Ouais, c'est comme ça. Ça a été montré encore une fois par des études. Et c'est vrai que pour l'animal, voilà, on peut se stimuler, on peut avoir une motivation différente qui peut aller même jusqu'à améliorer le potentiel de guérison. On peut favoriser la communication, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'elle soit verbale ou non verbale, et ça c'est très important. On développe également les interactions... Elles m'ont mis le bazar, c'est pas possible. On développe également les interactions sensorielles, et ça marche relativement bien. Alors avec tout le monde, mais avec les plus petits. Avec les plus petits, voilà, quand on touche des plumes, quand on touche des poils, ça parle en fait. Évidemment, cette relation est basée complètement sur le non-jugement, parce que ça, c'est une grosse qualité qu'on attribue à l'animal. Lui, peu importe en fait la situation de la personne qu'il a en face, hein, qu'elle soit en situation de handicap ou non, lui, il l'accepte comme elle est. Et c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être certaines peurs au vu d'un fauteuil, tout ça. Donc moi, par exemple, mes animaux sont habitués, notamment les gros animaux, mes chevaux sont habitués à la présence de fauteuils. Et l'animal, après, il est complètement non-jugeant, en fait. Donc ça aide l'instauration de la relation. Et une relation basée sur la sincérité. Encore une fois, je vous ai dit, le regard, l'animal vous regarde sans jugement. Il vous accueille avec sincérité et vous le recevez comme sincère. On n'en veut jamais à un animal, en fait, bien souvent. Il nous permet aussi d'observer des comportements. Alors, à la fin, c'est d'observer ses propres comportements, mais on va les observer à travers, en fait, l'observation d'abord de l'animal. Donc ça, c'est très intéressant. Il nous permet de comprendre et de nous faire comprendre. Donc ça marche très très bien avec les jeunes, les enfants qui ont besoin justement de travailler un petit peu sur leur fonction cognitive et de relation, de socialisation. Et enfin, là, avec l'animal, on est capable de faire preuve de patience, là où on n'en a pas du tout en fait. Voilà, moi je le vois en séance aussi avec les enfants que j'ai, des jeunes qui sont agités, instables, à l'école ça se passe pas bien. Avec mes animaux, voilà, ils sont patients de chez patients, parce qu'il y a la stimulation de l'animal, et pour l'animal, on fait cet effort-là. Voilà. Donc voilà, tout ce que nous amène en fait à travailler l'animal. Et encore, c'est pas fini, mais bon, je peux pas tout vous mettre. Justement, sur la vignette suivante, il ne faut pas que vous preniez peur. Ah oui, alors il nous permet d'avoir une meilleure connaissance de soi, évidemment, un meilleur contrôle de nos émotions, et d'interagir aussi avec notre environnement. Donc là, moi, en tant que thérapeute, je transpose en fait tous ces acquis dans la vie du quotidien après. Alors voilà, les besoins auxquels répond la zoothérapie. Donc là, il ne faut pas avoir peur du tableau. Déjà, je l'ai hyper allégé. Et ce qu'il faut retenir, c'est les 6 petites vignettes en fait du haut.
Parce que ça, c'est les dimensions sur lesquelles moi je travaille. C'est les différentes sphères, les différents domaines. Donc il y a le domaine des affects avec des actions qu'on peut mener. Là, c'est des objectifs, c'est des exemples d'objectifs. La liste, je pourrais la dérouler, enfin, c'est inarrêtable en fait. Hein. Ça dépend vraiment des personnes qu'on a en face. Là, je vous ai mis que des exemples. Mais vous voyez, on peut travailler sur les affects, on peut travailler sur la sphère de la communication, celle de la socialisation, celle de l'autonomie, de la cognition et de la psychomotricité. D'accord ? Vous le verrez tout à l'heure là. Du coup, j'avais prévu des actions en fait. Ça va être, je crois, presque, oui, pas encore la vignette suivante, mais presque. Donc vous allez voir en fait, je vais vous dire à chaque fois sur quelle sphère vous travaillez et comment vous travaillez en fait là-dessus. Ok ? Alors là, bon, c'est un petit peu hors cadre parce que du coup, ça va être une séance de quelques minutes dans un cadre particulier aujourd'hui de conférence, mais vous allez déjà pouvoir interagir peut-être avec les animaux et voir ce que ça vient travailler chez vous, ou en tout cas comment je peux l'amener. Donc quand le patient travaille sur ces différentes sphères avec ses objectifs, il travaille en plus sur la confiance en lui, parce qu'il prend en conscience qu'il a des capacités, et puis sur l'estime de lui, sur ses valeurs, les valeurs qu'il a lui-même. Et donc toujours pour cette petite partie sur les besoins, on vient travailler en fait aussi sur différentes fonctions, tout simplement. Donc, je vais vous mettre les images qui vont avec. Ici, pour les fonctions cognitives, on va amener les personnes à réfléchir. L'animal aussi, d'ailleurs, lui, va réfléchir. Mais on peut amener la personne à réfléchir, résoudre des problèmes, travailler sur le langage, sur l'écriture, donc tout ce qui est de l'ordre des fonctions cognitives, du savoir. On va travailler aussi sur ses habiletés motrices, donc la dextérité. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure, une personne âgée ne va pas vouloir forcément lever le coude pour manger. Puis alors l'ergothérapeute, il aura beau le dire, voilà. En revanche, si on demande à Madame X de caresser le cheval, ou plutôt de le brosser en partant de derrière les oreilles jusqu'à la ligne du dos, jusqu'à la croupe, ne vous inquiétez pas, elle va lever le coude. Il n'y a aucun problème. Et puis on n'a même pas besoin de lui préciser longtemps en fait. Instinctivement, elle va le faire, le mouvement. Pareil pour jeter la balle à Kiki. Ça marche très bien aussi, vous voyez. Donc encore une fois, voilà, on vient travailler sur les habiletés motrices. Sur la sensorialité, alors ça c'est aussi pour les habiletés motrices, vous voyez. Sur la sensorialité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'éveille aussi l'animal en termes d'émotion. Donc quand on fait un câlin, quand on a une rencontre tout simplement avec l'animal, des fois il faut juste laisser, moi ça m'arrive dans les séances, j'ai prévu des petites activités, des choses comme ça, mais en fait le patient va déjà passer 5 minutes à caresser l'animal. Bah, évidemment je le laisse faire. Ça me paraît logique. Surtout, je vois le sourire sur le visage de mon patient. Je vois qu'il s'épanouit, je vois qu'il parle, enfin qu'il est en interaction. Évidemment, ça, je le laisse. Voilà, on vient toucher la sphère émotive, la sphère des affects. Évidemment, on le laisse, tout ça. C'est l'essence là qui parle. Donc, au niveau émotionnel, évidemment, ça agit fort. Et les gros animaux agissent très, très fort sur la sphère émotionnelle. Quand je dis ça, c'est reconnu. Hein, les ânes, les chevaux et particulièrement les ânes agissent très fort sur la sphère des émotions. Guider un gros animal, on ne peut pas le faire forcément avec les petits, c'est différent. Mais guider un gros animal, ça va vraiment agir fort sur votre confiance en vous. Et donc, comme souvent c'est ce qui peut être altéré, les émotions ressurgissent très très vite. Donc, du coup, c'est pour ça que les gros animaux sont particulièrement à même pour travailler sur cette dimension-là. Je vous donne un petit exemple, j'ai du temps. J'avais une patiente il n'y a pas très longtemps qui m'expliquait qu'elle avait besoin de travailler sur ses émotions parce qu'en fait elle est souvent triste sur certains sujets et elle ne supporte pas cette tristesse, donc elle la transforme en colère. C'est sa stratégie à elle pour laisser partir la tristesse, surtout ne pas l'écouter. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne technique, hein, mais bon, en tout cas, voilà, elle m'a apporté ça. Et puis elle me dit, du coup, je me mets en colère. Donc son objectif avec moi en zoothérapie, c'est de moins se mettre en colère, mais de gérer différemment aussi la tristesse. Donc je l'ai entendu sur sa demande. Et puis moi, je l'ai amené à faire une séance avec mes chevaux, où en fait, c'est moi qui guidais mon cheval et je lui ai juste demandé en fait de se mettre au contact de mon cheval, c'est-à-dire la main. Alors au tout début, je vais vous décrire toute la séance, parce qu'on a du temps. Au tout début, je lui ai demandé de ressentir à quel endroit sur elle sentait en fait la colère. Et je lui ai demandé de ne pas se masser sur elle, mais de le masser sur mon cheval. Et donc instinctivement, elle est venue masser le poitrail de mon cheval. Sa poitrine, le poitrail de mon cheval. Elle a quand même cherché à vérifier si c'était le bon endroit. Parce que c'est vrai que ça peut être, on peut ne pas savoir. Donc elle a massé, puis elle n'osait pas en fait masser mon cheval parce qu'elle avait peur de lui faire du mal. Donc je lui ai montré que le cheval aimait ça et qu'on pouvait particulièrement masser en fait. Donc elle est venue décoller la peau, mais pas méchamment, puisque le cheval il adore ça.
Et là, mon cheval, instinctivement, il a fait ce que tous les chevaux savent faire, c'est-à-dire du grooming. C'est-à-dire que quand on le caresse à un endroit, ben, il vient nous caresser à un autre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les chevaux qui se mettent tête bêche et puis ils se grattent comme ça sur le dos, sur la poitrine, enfin sur l'encolure, des endroits comme ça. Et donc, elle n'a pas compris, en fait, pourquoi mon poney, tout d'un coup, venait la caresser. Et donc, je lui ai expliqué, donc elle s'est laissée faire, et donc elle a particulièrement apprécié ce moment d'échange. Elle décontractait mon cheval, et lui, il faisait une papouille, en fait, tout simplement. Elle est venue masser d'autres endroits comme ça, là où elle ressentait la douleur. Et puis ensuite, dans une autre activité que je lui ai proposée, je lui ai demandé, donc juste de se coller à mon cheval, de mettre la main sur le dos. C'est des grands poneys, hein, c'est pour ça que je dis, ils sont à peu près, ils ont le dos à cette taille-là. Donc de mettre la main sur le dos de mon poney et de marcher à côté de lui, en fait, de se laisser porter par son pas. Moi, je le tenais et moi, je faisais un circuit. Elle s'est donc laissée porter comme ça, ballottée par le mouvement de son ventre. Et puis, je lui ai demandé de se caler sur les pas de mon cheval. Donc, c'est pas elle qui faisait ses pas, c'était mon cheval, en fait. Et je lui ai même dit, sache qu'à chaque fois que tu poses un pied, il y en a deux qui se posent en même temps, en fait. Donc, tu n'es pas toute seule à marcher et tu as des appuis très forts, très solides. Arrime-toi au sol. J'ai fait tourner mon cheval, je l'ai fait accélérer, ralentir. Je lui ai juste demandé de suivre le mouvement. Quand je me suis arrêtée, cette personne pleurait. Voilà. Alors, elle était déçue. Parce qu'elle me dit, mais je pleure jamais. Et puis, du coup, enfin, voilà. Alors, il y avait plein d'émotions qui étaient là. Mais c'était ni la tristesse qu'elle a l'habitude de ressentir, ni la colère qu'elle a l'habitude aussi d'exprimer. Donc, elle était surprise, en fait, de cette nouvelle sensation. Moi, j'étais, pour le coup, assez heureuse. Je ne lui ai pas dit. Mais j'étais heureuse aussi qu'elle ouvre la porte à des nouvelles sensations. Et puis, que peut-être, elle cherche un petit peu au fond d'elle, pourquoi elle ne veut pas les exprimer, ces émotions? Ou pourquoi, quand elle les exprime, paf, elle les squeeze, en fait, par une autre. Donc, vous voyez, l'animal, et là, en l'occurrence, le gros animal, le cheval, est vraiment capable de travailler très, très fort sur les émotions sans même qu'on le veuille, en fait. Voilà. Les ânes, c'est encore pire. Allez savoir pourquoi. Bon, voilà. Et bien, du coup, je vous propose, il nous reste un bon moment, mais ça peut être tout intéressant. Et puis, moi, je peux enrichir, parce que vous voyez, j'ai arrêté après avec mes fiches, ça m'a agacé. Donc, j'ai arrêté. Mais justement, je peux compléter aussi vos connaissances, votre savoir avec tout ce qui était marqué sur mes petites fiches et qui va revenir dans ma tête. Mais tout simplement, peut-être en se mettant en pratique si ça vous intéresse. Vous seriez joué des têtes qui font oui. Alors, moi, j'ai construit pour aujourd'hui, évidemment, c'est un peu hors cadre, comme je vous le disais, mais j'ai proposé 3 petits ateliers, 3 petites activités. On n'est pas obligé de faire les 3. Certaines peuvent me dire, moi, je veux la 1, puis une autre peut me dire, moi, je veux la 1 aussi. C'est pas gênant. J'ai prévu la 1 avec les cochons d'Inde, mais ça peut être la 1 avec les lapins. Enfin, vous voyez, c'est pas grave non plus. Hein, voilà, on s'adapte. Et donc, du coup, j'avais prévu, je vous les présente quand même, 3 activités. Donc, la première, c'était le brossage des cochons d'Inde. Mais oui, j'ai des cochons d'Inde, ils sont bien cachés, mais il y a des cochons d'Inde. Donc, ils sont tout là-bas, donc on peut les brosser. Alors ça permet tout simplement de travailler en fait sur la sphère des affects et la sphère de la psychomotricité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, psychomotricité parce que il faut prendre une brosse, manier son poignet. Ça peut être même de la motricité fine pour certains. Je peux même aller avec certains patients, s'ils en ont la capacité, jusqu'à couper des griffes, parce que moi, je coupe régulièrement les griffes de mes lapins pour les entretenir, ou de mes cochons d'Inde. Donc, on peut aller sur des actions très minutieuses. Et puis, sur la sphère des affects, parce qu'on est en câlin avec l'animal, en fait, quand on fait ça. Parce que très rarement, en fait, on caresse qu'avec la brosse. Hein. Il y a souvent une main qui passe au contact. Donc, on vient travailler ces sphères-là. Et ça peut répondre à certains besoins comme se détendre, améliorer sa dextérité ou juste se connecter à l'animal, connaître l'animal. En activité 2, j'ai prévu la réalisation d'un parcours pour lapins. Alors, elles l'ont expérimenté. Elles m'ont tout démonté. Donc, il faudra le remonter. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout? Donc, on peut essayer de feinter et puis voir ce qu'elles en font. Ça peut être rigolo. Et ou voir, leur expliquer aussi qu'on ne veut pas qu'elles retournent les petits plots, parce que là, c'était la découverte. Et puis qu'elles passent au-dessus des barres et non pas qu'elles me renversent l'obstacle. Hein, n'est-ce pas? Donc, les cochons d'Inde, eux, ils se réfèrent, mais là, ça va être un peu compliqué, je pense, par rapport à leur état de panique. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Et puis, ensuite, on peut proposer aussi le nourrissage. Pareil, lapin, cochon d'Inde, ça marche. Les deux, j'ai ce qu'il faut. Du coup, voilà, vous pouvez tout à fait nourrir. C'est un autre aspect, une autre relation à l'animal, où on travaille sur d'autres sphères, celle de la socialisation, de l'autonomie. Parce qu'on peut faire des liens, en fait, tout simplement en travaillant sur les aliments qu'on apporte à l'animal. Moi, j'ai des aliments fictifs aussi. Voilà.
Alors j'ai des fruits, des légumes, ici c'est un concombre, ici c'est du steak, et ici c'est un petit morceau de pain, un donut. Donc moi, avec les enfants ou les personnes, peu importe, alors pas vous évidemment, mais avec des enfants par exemple en bas âge, je leur demande, alors qu'est-ce qu'on va donner au lapin ? Si on me dit le steak, je vais leur dire, est-ce que tu en es sûr ? Qu'est-ce qu'il mange d'habitude le lapin ? Vous voyez, on travaille vraiment des choses très intéressantes. Et pourquoi je vous parle de l'autonomie ? Parce qu'on va parler du régime alimentaire en fait. Et à force de discuter, ils vont comprendre que chaque animal, chaque personne, enfin chaque espèce animale a un régime propre en fait. Et donc on ne peut pas forcément donner du pain même à un lapin. C'est pas top. Le lapin, à l'état naturel, il mange pas forcément des graines. Vous voyez, voilà. Donc ça permet de comprendre. Et puis donc a posteriori, on travaille aussi sur l'autonomie. Pareil, un lapin qui serait trop gourmand, qui mangerait tout le temps, à un moment donné, je vais devoir intervenir, non pas pour dire « stop, arrête de nourrir mon lapin », on l'a vu, c'est pas comme ça qu'on intervient, mais « oh, je crois qu'il est gourmand, je crois qu'il en profite un petit peu beaucoup ». Et donc, par ricochet, la personne, si elle-même est gourmande, elle comprend le message, en fait, et elle se dit « ah, mais moi aussi, quand j'aime bien, j'en mange beaucoup ». Et vous voyez, ça instaure vraiment une relation de confiance sur laquelle, thérapeutiquement, on peut travailler, en fait, tout simplement. Et puis, je ne vous ai pas décrit l'activité 2 aussi. Donc là, on va travailler sur les sphères de la socialisation et de la cognition, du coup, pour l'instauration d'un parcours pour un lapin, parce que ça va nous permettre d'interagir avec le lapin, avec l'environnement, de communiquer avec lui, de trouver des stratégies. Voilà. Donc ça, après, pareil, si on transpose dans la vie de tous les jours, c'est comment je fais quand je ne me fais pas comprendre, comment mieux expliciter, par l'oral, par le non-verbal, enfin voilà, par tous ces schémas de communication. Alors, est-ce que ça vous tente ? Oui ? Qui voudrait commencer ? Et par quelle activité ? Oh là là, ça fait 2 choix. Alors oui, pardon, quelqu'un a levé la main ? Un volontaire ? Oui, très bien, eh bien venez. Alors, tout d'abord, merci de vous prêter au jeu. Merci. Alors, quel type d'activité vous ferait plaisir ? Après, peu importe. Plus lapin, plus cochon d'Inde ? La première. Les cochons d'Inde ? Peut-être lapin, moi. Lapin. On garde la surprise pour la fin. Y a-t-il vraiment des cochons d'Inde ? N'était-ce pas juste une peluche qui ne bouge pas ? C'est vrai qu'elle n'a pas bougé. Il y en a 2 en plus. Alors là, vous en voyez qu'un. Où est le deuxième ? Bon, alors les lapins, très bien. Donc je vais apporter les 2 lapines sur la table parce qu'elles sont habituées à être ensemble. D'accord. Voilà. Et donc elles bougeront moins techniquement. Donc je vais vous inviter après à vous rapprocher de la table. Moi, je vais me mettre de l'autre côté. Et donc, comme c'est une action de brossage, on va donc sortir des brosses. Ouais. Vous voyez, donc là, j'avais amené différents types de matériel. Vous voyez, avec les enfants, on peut aussi dire, bon, je m'occupe de loustic. Donc, on va chercher le petit picto, enfin, le petit nom loustic. Enfin, oui, il y a plein d'usages qu'on peut faire. Évidemment, là, vous n'en avez pas besoin, vous. Mais on peut aussi responsabiliser l'enfant, de dire, aujourd'hui, tu veux la petite boîte bleue, la petite boîte verte, laquelle ? Donc, voilà, on propose un choix et l'enfant se responsabilise. Il va chercher, il peut mettre dedans les brosses du jour également. Bon, là, ce n'était pas le cas, mes brosses sont là-dedans, mais vous voyez, on peut vraiment rendre les choses très ludiques aussi pour l'enfant et faire un vrai travail éducatif. Et j'insiste là-dessus parce qu'encore à la base, je suis éducatrice spécialisée, encore une fois. Alors, je vais vous demander de vous rapprocher. J'ouvre mes petites brosses, vous allez en voir plusieurs. Vous pouvez en sortir plusieurs. Okay. Et puis, vous prendrez celle de votre choix. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des petits ciseaux. Hop, hop. Des tout petits ciseaux. On ne va pas le faire aujourd'hui, rassurez-vous. Peut-être mieux pas. Mais oui, la porte dedans. C'est bon pour vous ? Oui. Eh bien, je vais aller chercher mes lapines. Je vais les apporter une par une. Alors, les filles, vous avez mis le bazar. Hop. Alors, ici, on a loustic. Loustic, donc c'est un lapin nain. Une petite femelle. Je vous laisse interagir avec elle. Ouais. Moi, elle n'a pas peur. Bah non, ils sont habitués. Enfin, pas habitués aux caméras quand même. Et je vais aller chercher Gommette. Tu bouges pas, loustic. Elle ne devrait pas sauter de la table, rassurez-vous. Oui, j'espère. Les lapins ne se mettent pas non plus en danger à ce point-là. Hop là. Je vais me permettre
de venir ici. Voilà. Puis là, comme elles sont toutes les deux, elles vont être rassurées. Alors du coup, c'est à vous. Vous pouvez peut-être poser votre micro à la rigueur. Et puis si vous avez des choses peut-être à préciser, je vous inviterai à ce moment-là à reprendre le micro. Ok. Alors je vous propose de choisir la brosse qui vous intéresse le plus, qui vous appelle. Ça va peut-être tirer. Alors là, la brosse que vous avez choisie, c'est une brosse carde. Mais vous avez le droit. Hein. Vous avez tout à fait le droit. Alors là, en action moi thérapeutique, donc je laisse le contact se faire, l'élaboration du contact se faire. Et puis je peux demander à la personne en fait, tiens, comment vous percevez le contact des poils sous vos doigts? Est-ce que tu perçois la chaleur de l'animal? Qu'est-ce que ça te renvoie? Est-ce que c'est agréable? Voilà. Moi, je pose en fait toutes ces questions-là pour conditionner la personne à l'action qu'elle fait. Et puis, en fait, quelque part, c'est enrichir cette action par des ressentis. Voilà, parce que ça va rester chez la personne. Évidemment, elle aura le souvenir d'avoir cajolé l'animal, de l'avoir câliné, de l'avoir brossé. Mais si j'insiste là-dessus, elle aura... On va bientôt entendre un lapin parler. Vous aurez aussi, enfin, la personne aura aussi le souvenir de ses sensations vécues, justement, des sensations qu'elle a eues. En fait, ça apaise. Ah, ça apaise. Ouais. Très bien. Le calme. Pardon. Merci. Non, je trouve que ça apaise. Ouais. Parce que du coup, faut être minutieux. Tout à fait. Voilà. Donc, pas leur faire du mal. Et je trouve que, ouais, sincèrement, je trouve que c'est une sensation de calme, de bien-être, d'apaisement. Et est-ce que vous avez l'habitude de brosser des lapins? Alors, j'avais un lapin, mais je ne l'ai jamais brossé, non. D'accord. Mon chien, mais un lapin, non. Mais un chien, ça marche aussi. Ouais. Oui. Bon, elle bouge un peu plus, mais ouais. Mais ouais, je trouve que c'est apaisant. C'est apaisant. Ouais. Tout à l'heure, on aurait pu avoir le cas. Le lapin s'est rapproché de la table et je vous ai vu intervenir. De quoi, pourquoi êtes-vous intervenu? J'ai peur qu'elle tombe. D'accord. Voilà, qu'elle se fasse du mal. Vous vous êtes soucié de mon lapin, du coup. Exactement. Voilà. Ouais. J'avais peur qu'elle ne voit pas le risque. Ok. Merci pour mon lapin. De rien. Vous voyez, ça, c'est des choses aussi à valoriser. Tout simplement, oui, tout simplement parce que la personne peut prendre des fois des risques pour elle. Mais pour le lapin, on va être plus précautionneux, en fait. Donc, vous voyez, tout ce qu'on peut travailler aussi par l'aspect de l'animal, cette gestion de prise de risque. Alors, moi, j'ai longtemps travaillé avec des adolescents troubles du comportement et de la conduite. Donc, la prise de risque, il y en avait, puis au niveau. Mais du coup, voilà, souvent, pour les petits animaux, ils étaient très minutieux, très sensibles. Ce qui n'était pas pour eux-mêmes, en fait. Ouais, non, mais... Oui. Est-ce que vous voulez utiliser peut-être une autre brosse, avoir d'autres sensations? Les enfants aiment beaucoup jouer avec mon lot de brosses. Et quand j'en sors, en général, ils n'en prennent pas qu'une. Donc, vous voyez, il y a même des éponges texturées, qui ne sont pas donc des brosses. Oui, voilà. Mais vous voyez, j'ai différents types de brosses. En fait, à chaque fois, l'appréhension est différente. Là, c'est une poignée. En plus, là, on va aller doucement. Là, on va prendre à pleine main. Les poils sont plus durs. Donc, on travaille aussi sur les sensations. Est-ce qu'on préfère les poils durs, les poils doux, enfin, des choses comme ça? Voilà. J'en ai en manche en bois, en manche en plastique. J'en ai des toutes petites, des petites brosses pour se nettoyer les ongles. Donc, c'est tout petit, c'est tout minutieux. Et ça, voilà, chaque patient, en fait, va choisir ce qu'il lui faut. Moi, je ne juge pas là-dessus, parce que... Non, mais, Loulou, oui, c'est là où il y a les carottes. Oui. Moi, je ne juge pas là-dessus, en fait. J'accompagne et je me saisis, en fait, de ce qui se passe, tout simplement, pour mettre en avant les compétences qu'on vient développer, en fait, que je viens développer par rapport aux objectifs fixés, tout simplement. Donc, si vous aviez un mot à dire par rapport au contact des lapins, qu'est-ce que vous diriez? Un mot fort. Apaisant. Apaisant. Oui. Okay. Parce que du coup, en plus, ils sont calmes. Je trouve qu'elles sont calmes. Et ouais, je trouve que c'est apaisant. Parce que du coup, on prend le temps. On prend le temps d'accorder du temps pour elles. Et puis, on voit qu'elles aiment. Donc, ouais, apaisant. C'est un peu mon mot.
Merci beaucoup pour votre partage. De rien. C'est bon pour vous? Ouais. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait venir faire une action avec les lapins tant qu'elles sont sur la table ou une toute autre action? Moi, ça ne me dérange pas. Les filles, il faut que vous regardiez le public et il faut que vous leur fassiez les yeux doux. Les yeux doux. Allez. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait venir? Elles ont senti les carottes. C'est possible qu'elles aient faim. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez faim? Alors. Ah. Oui, vous êtes volontaire? Oui, oh les filles. J'ai une relation à l'animal un petit peu sensible. Ah, vous avez une relation à l'animal un petit peu sensible. Un petit peu peur peut-être. J'ai la hantise de les perturber, quoi. D'accord, la hantise de les perturber. Peut-être le micro, non, ça va? Non? Oui, alors le micro. Alors, je reprends, donc vous avez une hantise. Vous avez une hantise par rapport aux animaux et peut-être même peur de les perturber. Alors on peut écouter le bruit du lapin, je ne suis pas convaincue. On peut, hein. Peut-être plus elle va peut-être plus pigner. Non. Non, ça ne marchera pas aujourd'hui. Le lapin pousse très peu de cris, en fait. Il émet des tout petits gémissements, mais vraiment, ce n'est pas très audible. Et puis là, elles n'ont pas envie. Alors, je reviens sur vous et votre demande. Vous avez peur de perturber les lapins. Qu'est-ce qu'il en ressort, là? Comment vous sentez-vous? Ça va, je les trouve choupinettes. Vous les trouvez choupinettes? Ça va pour vous? Est-ce qu'elles paraissent perturbées par votre présence? Peut-être un petit peu elle. Non? Et si je la mets comme ça? Est-ce qu'elle paraît perturbée par votre présence? Non, ça va, ça a l'air d'aller. Le micro. Bah oui, j'ai rien à dire. Elle dit coucou. Voilà, je dis coucou, ça. C'est pas transcendant. Ah, elles sont vraiment choupinettes. Hein. Elles sont choupinettes, merci. Ouais. Petite valorisation au passage qui me fait du bien. Communication, vous voyez, très bien, mais je vous laisse faire, je commente parce que c'est le cadre de la conférence, mais vous voyez, le câlin, enfin voilà, tout ça, c'est des choses qu'on laisse vivre, évidemment. Les bisous sont autorisés, hein, il n'y a pas de problème. Et moi, je laisse vivre ça parce que, bah voilà, c'est ce qu'elle génère, en fait, c'est ça qui est intéressant. Alors, de nouveau, je vous repose la question. Est-ce que vous paraissez les perturber? Non, ça va. Ça va. Ça va, mais je les ai pas dans les bras, tout ça, ça va. Oui. Ouais. Parce que, à dire vrai, c'est une question d'odeur, tout ça. Enfin, j'ai pas envie de perturber l'animal et de rajouter trop d'informations. D'accord. Donc, c'est plutôt par respect pour lui ou vous voulez pas trop le stimuler, en fait? Il y a un chat qui vient chez moi tous les jours, là, il rentre dans la maison et tout. Et des fois, je lui dis, bon, sors, parce que c'est pas mon chat, quoi. Oui. Je voudrais qu'il rentre chez lui, et j'arrive même pas à le prendre dans les bras, parce que je veux pas lui faire du mal, ou je sais pas, j'ai pas envie de le déranger. Et Alors, l'animal, contrairement à l'humain, il répond vraiment à ses besoins primaires. Lui, c'est manger, boire, dormir, et puis éliminer. Il répond vraiment à ses besoins. Et aussi au besoin de se mettre en sécurité. L'animal, du coup, si vous le perturbez vraiment, il ira se mettre en sécurité. Il ira répondre à ce besoin instinctif, contrairement à nous, en fait. Alors, certains besoins de sécurité vont s'exprimer bizarrement, et là, je remontre mes cochons d'Inde, parce que eux, en fait, c'est des petits animaux qui n'ont que des prédateurs, et donc, dans la nature, en fait, ils arrêtent, en fait. Ils font comme certains mammifères, ils font comme les opossums. Hop, ils se mettent immobiles, ils arrêtent de vivre, entre guillemets, et puis peut-être on les croira morts, et donc peut-être on leur fichera la paix. Mais un chat, ça n'agit pas comme ça. Un chat, c'est un prédateur. Donc un chat, en fait, éthologiquement, hein, là c'est un peu sur le comportement animal, mais éthologiquement, il va chercher à se mettre en sécurité, donc à fuir. Donc si réellement vous le dérangez, il prendra en fait cette décision. Après, ce qui peut être dommageable, c'est s'il vous griffe lorsque vous l'avez dans les mains. Et ça, je peux comprendre cette appréhension-là. Alors, j'ai pas d'appréhension de ça. Ah d'accord, parce que du coup, le fait de le chasser ou de le pousser ou même de le prendre, si vraiment ça le dérange, il ira lui-même se mettre en sécurité. Là, ça aurait été la même chose pour mes lapins. Si vraiment ça allait pas, elles me connaissent, donc elles se seraient venues se coller à moi, en fait. Là, elles sont collées l'une à l'autre, donc apaisées, rassurées, puis elles se laissent câliner.
Et je crois qu'elles apprécient de plus en plus, du coup, les projecteurs. Moi, je trouve que c'est plus facile d'être avec des humains qu'avec des animaux. C'est plus facile d'être avec des humains qu'avec des animaux. Oui. Oui, parce ça ne doit pas être universel, parce que pour ma part, ça peut des fois être l'inverse. Ouais, mais pour autant, c'est vrai que plus je vieillis, plus j'aime les animaux. Enfin, plus je me sens, on va dire, en confort avec les animaux. Oui. Ouais. La communication, encore une fois, je me permets, voilà, c'est intéressant ce que vous me dites, la communication avec l'animal, elle touche vraiment des sphères primitives chez nous. Je vous ai dit, c'est le regard, c'est les mimiques, c'est les onomatopées qu'on va faire. C'est pas un vrai discours construit. Moi, je dis pas à ma lapine, alors, Loustic, est-ce qu'aujourd'hui tu es plutôt carotte, pomme, est-ce que tu veux que je te les coupe en rondelles ou en petits carrés? Non. Elle s'en fiche, hein. C'est carotte, pomme, quoi. Puis encore mieux, regardez, je vais me taire, puis je vais faire ça. Bon, ok, mais voilà, j'ai compris qu'en fait, on voulait ni l'un ni l'autre. Mais vous voyez, je lui montre, je me tais et ça marche. Et la communication, elle se fait comme ça, en fait. Ouais. C'est très primaire, c'est très instinctif. Donc c'est vrai que souvent, il nous est plus facile, alors pas pour tout le monde, mais de communiquer avec les animaux parce que, en fait, il suffit juste d'écouter nos instincts. Mais quand je dis suffit juste d'écouter nos instincts, c'est là où tout prend sa complexité, en fait. C'est là où les choses se compliquent. Parce que certaines personnes ont du mal, en fait, à se faire confiance et à écouter comme ça juste, voilà, une intention, un instinct, en fait. Et dans l'humain, du coup, c'est plus facile parce que c'est une communication de semblable à semblable. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à vos questions. Peut-être vous êtes plus sur une communication de semblable à semblable et tout ce qui peut être sur la perception et du coup sur l'interprétation peut-être vous faire un petit peu peur. Parce que là, c'est un petit peu d'interprétation. Vous voyez, quand je présente et qu'elle sent les choses ou qu'elle ne veut pas. Bon, après, elle n'est pas gourmande non plus, Loustic. Peut-être, gommette, ça peut être un peu différent. Je te tourne quelque peu. Moi, quand je veux qu'une mouche sorte de chez moi, je lui parle, par exemple. Oui, après, est-ce qu'elle y arrive? Oui, et elle c'est bien. Oui, parce que je veux pas faire de mal, mais je discute avec... Oui, non, mais gentiment et tout. Je lui dis, voilà, mais franchement, ça fonctionne. Hein. Bon. Parce que, non, mais ça peut paraître bête, mais... Et avec les moustiques? C'est pas dit ça. Les moustiques, non. Non, j'arrive pas avec les moustiques. Je me l'ai expliqué, tant pis. Non, mais voilà, pour retenir, en tout cas de notre échange... Ils sont vraiment super sympas. Sachez que voilà, un animal, il répond à ses instincts primaires. Donc, il ne va pas aller chercher loin, il ne va pas aller chercher compliqué, contrairement à un humain. Après, en termes de communication, et vous faites très bien de le dire, il y a des humains qui vont plus communiquer avec des humains et des humains qui vont être plus attirés par des animaux. C'est comme ça. Et ça vient vraiment toucher, en fait, ce qui nous caractérise. Peut-être comment on écoute nos instincts, comment on écoute aussi nos propres besoins et comment l'animal peut-être répond spontanément à ses propres besoins, contrairement à un humain avec lequel les choses passent peut-être un peu plus difficilement. Il faut s'exprimer et on n'a peut-être pas envie de s'exprimer oralement. On voudrait juste du ressenti, de l'instinct. Merci les filles. Merci. Il y en a une qui a les oreilles couchées et l'autre qui a les oreilles... Oui, mais elle est bien. Elle est bien, oui. Non, parce qu'un lapin, c'est comme chez les chevaux. Des fois, on dit, ils ont les oreilles en arrière, ils ont peur. Non, vraiment, quand ils ont peur, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est collé, collé, collé. Sachez-le, même chez les chevaux, c'est pareil. Il faut vraiment que ce soit collé. Là, vous voyez, elle écoute. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vois qu'il me reste peut-être 1 ou 2 minutes. Est-ce que juste pour la surprise, peut-être, de voir des cochons d'Inde, est-ce que vous êtes... d'accord qu'on mette juste les cochons d'Inde pour que vous puissiez les voir? Peut-être si l'un d'entre vous veut venir, je ne suis pas contre non plus. On fait ça? Ouais? Alors, je ramène les filles. Et puis après, on passera peut-être aux échanges. Enfin, voilà, ou n'hésitez pas, si vous avez des questions, venez reprendre le micro. Attends, tout près. Ah bah oui, t'es dans le micro, ça va pas? Voilà. Oui, j'ai pas pensé que je la posais sur le micro. C'est gênant. Allez. Alors, les chonchons. Hop. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je peux tout à fait y répondre en même temps. Comme ça, on fait tout en même temps. Alors ici, je vous présente Flamel. Non, Flamel, on ne rentre pas dedans. Et
Fangio. Là, les garçons, on est là. Flamel et Fangio. Ce sont donc 2 cochons d'Inde, rosettes. Rosettes parce que c'est leur, c'est leur race. Les rosettes ont donc des gros épis sur eux, comme ça, un peu partout. Ils en ont plus d'1 dizaine sur eux. Ce sont 2 frères. Et puis les cochons d'Inde, bah voilà, ça a vite peur. Si quelqu'un veut venir les toucher, ça a une autre sensation que le lapin. Si vous voulez découvrir, il n'y a aucun problème pour moi. Et puis vous voyez, donc les cochons d'Inde, ce sont des animaux qui vont de peur se tétaniser, arrêter de bouger. Ah bah saute pas non plus. Se tétaniser, arrêter de bouger. Pour autant, voilà, ils sont quand même assez vifs et quand on les enlève, ça marche aussi. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, j'ai eu plein d'animaux, mais jamais de cochons d'Inde. Ah bah alors c'est super sympa les cochons d'Inde. Pour ceux qui connaissent, c'est très interactif. C'est-à-dire que c'est un animal qui parle beaucoup, qui émet beaucoup de sons, en fait, de petits bruits. Et c'est des bruits très particuliers, très différents. Alors là, ils sont encore une fois tétanisés, donc ils ne vont pas trop en émettre. Sinon, celui de l'inquiétude. Mais sinon, c'est des animaux très, très communicants, les cochons d'Inde. Ils sont particulièrement Hop, rigolos un petit peu. et très beaux. Ils ont 1 an. Ouais. Tous mes lapins, là, ils ont un peu plus d'1 an. Ils ont tous un petit peu plus d'1 an. Alors, les garçons, est-ce que vous... me mange pas les doigts. Alors, ça ne mord pas. D'ailleurs, je dis, ne me mange pas les doigts. Voilà. Mes animaux, alors les lapins ne mordent pas. Mes lapins ne mordent pas, ils sont habitués. Et les cochons d'Inde, ils viennent pincer. Mais en fait, ça n'a pas de force dans la mâchoire. C'est vraiment pour des animaux qui... Voilà, et ça mange que de l'herbe, en fait. Donc, ça n'a pas de force dans la mâchoire. Donc, au mieux, vous sentez un petit pincement, mais c'est pas très... c'est pas très significatif. Alors, vous voyez, là, ils sont tellement apeurés, par exemple, qu'ils n'ont même pas envie de manger, parce que c'est des vrais gloutons, hein. Autant pas les filles, mais les cochons d'Inde. La carotte, par exemple, ça, c'est quelque chose, la carotte. Mais là, c'est pas dit que la carotte... Ah, quand même. Je me suis fait avoir, j'ai croqué dedans. Mais il désire la manger seul. Voilà, c'est ça. Oui. Allez. Je me demandais quelle était la sensation du poil. Hop. Comment c'était. On ne s'en va pas se cacher. Bon. Donc, c'est pas la même texture que le lapin. Oui, pas du tout. Pas du tout. Alors, les cochons d'Inde, ce sont des animaux qui se mettent pas non plus en danger, qui vont pas sauter. Mais là, je me méfie quand même, parce qu'ils sont quand même un petit peu apeurés. Donc, je me méfie et je suis plus vigilante. Voilà. Il est vrai qu'en tant que zoothérapeute, je dois assurer la sécurité des personnes que j'accompagne, évidemment, mais aussi de mes animaux. Donc, je respecte toujours aussi la santé de mes animaux et le fait que je dois m'assurer qu'ils se sentent bien, en fait, tout simplement. Là, je redonne un exemple avec mes chevaux. Mes chevaux, c'est des gros animaux. Voilà, hein, ils font 200, 300 kilos, même si c'est des grands poneys. Il faut que j'assure aussi la sécurité de mon patient. Il ne faut pas que mon animal panique. Alors, ils sont habitués. Mais si moi, je pressens quoi que ce soit de mon animal, je les connais par cœur, si je pressens quoi que ce soit, j'adapte tout de suite la séance, non pas pour faire peur au patient, mais pour peut-être remettre un peu de distance ou réélaborer mes activités en fonction de ce que mon animal peut faire le jour J. Parce que si un hélicoptère passe, par exemple, au-dessus de l'endroit où je suis en train de travailler, oui, là, mon cheval risque de réagir. Voilà. Donc, du coup, il faut quand même que je puisse m'adapter, moi, très vite. Voilà, les loulous, ils vont mieux maintenant. Vous voyez, il a fallu les décontracter. On va arrêter là? Vous êtes d'accord? On arrête. Eh bien, c'est parfait. Alors, vous avez une question? Le micro. Vous avez le micro? Voilà. Ça vient. Non. Oui. Voilà. Est-ce que vous devez décharger vos animaux de toutes les émotions qu'ils ont eues pendant la journée? Comme on dit que c'est des éponges, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites ou ça se fait tout seul? Enfin, voilà. Très bonne question, parce qu'en effet, ils puisent sur les énergies des personnes qu'on accompagne, mais comme nous, en fait, thérapeutes. Donc, je n'ai pas forcément une technique pour décharger. Par contre, j'ai plein d'animaux. C'est-à-dire que si j'agis le lundi avec mes cochons d'Inde, ces cochons d'Inde-là, ils ne ressortent pas le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Non. En fait, j'alterne avec tous les animaux que j'ai. C'est pour ça que j'en ai autant. J'ai 6 lapins, 4 cochons d'Inde, et puis donc 2 chevaux, plus 2 poules, plus une tourterelle. Enfin, vous voyez, j'ai quand même pas mal de... C'est une ménagerie à la maison.
plus un chien et un chat, mais enfin voilà, qui sont les animaux de la famille, j'agis pas avec. Mais voilà, en fait, mon principe, c'est de pouvoir alterner. Voilà. Après, certains intervenants en médiation par animal agissent avec leur chien. Ils n'ont que leur chien et ils agissent tous les jours avec leur chien. Donc, souvent, ils vous diront, oui, j'ai besoin d'aller faire une balade avant et après. C'est nécessaire. Je ne lui donne pas forcément d'ordre, à part le fait de courir, de sortir justement un petit peu tout ce qu'il a pu emmagasiner. Donc, c'est une très bonne question. Merci de la poser. Moi, mes lapins, mes cochons d'Inde, je peux les mettre dans mon jardin, dans un endroit sécurisé, en plus de leur grand clapier, pour qu'ils puissent se dégourdir. Je n'ai pas du coup ce besoin d'aller forcément lâcher quelque chose avec eux, puisque je n'agis pas tous les jours avec eux. Et pour ceux qui agissent tous les jours avec le même animal, comme le chien par exemple, eh ben, je sais qu'ils ont des stratégies pour amener le chien en fait à vider. Tout simplement parce que sinon, au bout de 3 ans, votre chien il est ruiné tout simplement en fait. Enfin, quand je dis il est ruiné, c'est qu'il est tellement chargé d'émotions qui peuvent être négatives, qui peuvent être dures. Lui aussi, il prend énormément sur lui. Voilà, c'est des chiens qui vieillissent un peu prématurément. D'accord ? Donc ça, ouais, il faut le savoir, oui. Ça répond à votre question ? Oui, très bien, merci. J'avais une autre question aussi. Est-ce que vous reconnectez aussi les adultes ou enfants avec un animal dont ils ont la phobie ou ils auraient eu la phobie en tombant de cheval, justement voilà, est-ce que ça fait partie aussi de votre métier ? Ça peut faire partie de mon métier. On peut m'interpeller pour ça. Pour les chevaux, il y a déjà des choses qui existent dans les centres équestres justement pour les personnes qui tombent et qui ont extrêmement peur après du cheval. Donc moi, on m'a pas sollicité pour, quand bien même j'ai déjà entendu des personnes en parler. Je sais qu'elles le font en Touraine, ça se fait notamment dans des centres équestres ou auprès de praticiens. Mais oui, c'est tout à fait possible. J'ai des gens qui viennent me voir qui ont peur des lapins. Et du coup, ça permet justement aussi de passer cette appréhension-là, comme la personne tout à l'heure. Tout à fait. Merci Après, beaucoup. je n'agis pas avec les araignées, donc je ne traiterai pas la phobie des araignées, je suis désolée. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. Hop. Ah oui, je l'avais oublié de la mettre, mais vous avez compris. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Et puis voilà les petites dernières vignettes que je vous ai mis avec les chiens. Et je vous montre ici juste en dernière image, regardez bien celle de gauche là. Si vous comprenez bien, c'est le chien qui peut être au travail. Sachez, je clôturerai ma séance là-dessus, qu'il n'y a pas encore des textes de loi qui relatent ça, mais il est question, et le confinement nous a aidés à comprendre aussi que les animaux pouvaient aussi parfois avoir une place au sein de l'entreprise pour améliorer tout simplement le bien-être des salariés. De pouvoir travailler avec son animal sans surcharger émotionnellement l'animal, ça peut être un vrai atout et un vrai aspect bénéfique en fait pour tout le monde, pour le salarié, pour l'employeur qui voit ses salariés dans de bonnes conditions. Et puis pour l'animal qui n'est pas forcément tout seul à la maison et qui s'ennuie. Donc ça c'était un clin d'œil aussi par rapport à ça parce que faut prendre soin de soi, faut prendre soin des animaux et pourquoi pas dans le cadre aussi du travail quand c'est possible et quand c'est envisageable et souhaitable. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laure pour cette conférence passionnante, d'une passionnée authentique. On voit tellement le lien que tu as avec tes animaux et puis leur état de santé vraiment traduit vraiment le respect que tu leur portes et c'était très très intéressant. Et même, je pense qu'on a tous pu retirer quelque chose pour notre vie de famille, quand on rencontre des animaux, quand on voit quelqu'un interagir avec. Et ça peut traduire quelque chose, une peur. Mieux comprendre quelqu'un aussi, ça peut permettre de mieux comprendre quelqu'un, mieux l'aimer aussi. Merci beaucoup. Merci. Et pour cette ouverture de fin sur le travail, sur le questionnement dans la société. Je vous propose qu'on se retrouve autour du bar, autour d'un verre. Bonne soirée à tous, au revoir.